On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais demander à Anitra Radriana-Solo et Marie-Rose Randriamarolo, qui sont toutes les deux chercheuses. Marie-Rose est docteur en économie à Unilassal. Anitra est maître de conférence à Saclay et chercheur associé à Unilassal. Et toutes les deux, elles mènent des recherches avec et pour les agriculteurs au sein de la chaire Management des risques en agriculture qui est soutenue par Groupama notamment. Vous avez développé toutes les deux une recherche auprès des agriculteurs pour qualifier des profils en fonction de leur appétence ou aversion au risque et à l'incertitude. Quelques mots sur cette étude. Bonjour à tous, merci aux organisateurs. Donc, nous sommes devant vous parce que 114 agriculteurs nous ont fait confiance, nous ont donné de leur temps précieux et parce que ça fait 10 ans, en effet, qu'on développe une collaboration de qualité avec Groupama Paris-Val de Loire qui connaît aussi les agriculteurs. Donc, une des premières questions qu'on a posées, c'est sur la vulnérabilité. Nous avons présenté aux agriculteurs ayant participé à cette enquête notre méthode de mesure, de calcul de la vulnérabilité. Parce que pour nous, quand ce n'est pas mesuré, ça n'existe pas. Et donc, nous avons commencé par ce qu'on sait faire, imparfaitement, mais il fallait cette mesure. Donc, nous avons posé des questions aux agriculteurs sur le comportement de leurs revenus pour mesurer, la première composante de la vulnérabilité, le niveau de sensibilité aux aléas. Ensuite, par deux indicateurs que vous voyez en rouge, le niveau d'exposition de leurs exploitations au risque. Et enfin, depuis qu'on parle de résilience, nous nous intéressons à cette troisième composante qui est la capacité d'adaptation ou très simplement à se relever après un choc subi. C'était la question. Dois-je continuer sur les résultats? Avance. Résultats. Sans qu'on les cherche, le résultat ressemble à quelques, on va dire, décimales près d'un résultat qu'on a obtenu en travaillant sur un échantillon représentatif des exploitations agricoles françaises. Voici ce résultat. Juste, Anitra, donc en gros, il y a une première étude avec 114 agriculteurs que vous avez pu comparer à un autre échantillon plus global qui était plus caractéristique et représentatif. 20 sur 20, monsieur Compère, voilà. Et donc, le résultat, quelques décimales près, la France est une puissance agricole où la majorité des agriculteurs estiment que leurs exploitations sont fortement vulnérables. Ça, c'est une info. 55%, 57%. Quelques 14% des agriculteurs qui ont auto-évalué leur exploitation se considèrent comme moyennement vulnérables. Nous sommes une puissance agricole, la France est une puissance agricole, mais à L2. Ces deux catégories, fortement vulnérables et moyennement vulnérables, frôlent les 70% de nos exploitations. Première information. Deuxième information, celle qu'on va développer avec vous aujourd'hui. La France est une puissance agricole où, malgré les mutations profondes, l'intensité des chocs qui a augmenté, notamment climatiques, ou malgré la fréquence des chocs aussi qui a augmenté, près de 30% des agriculteurs ont auto-évalué leur exploitation comme faiblement vulnérable. Leur réponse sur les moyens qu'ils mobilisent pour faire face au changement climatique indique une capacité justement à gérer les risques. Et donc, cette capacité à gérer les risques n'est pas étrangère à cette faible vulnérabilité. Et on va s'arrêter là pour cette catégorie, parce que pour le reste, où je vais maintenant passer le micro à ma collègue, on va plutôt s'intéresser aux fortement vulnérables. Donc, Marie-Rose, à votre tour. Justement, on se penche sur cette catégorie. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut mieux comprendre et mieux caractériser ces profils? Oui, comme disait Anitra, leur capacité à gérer le risque n'est pas étrangère dans leur niveau de vulnérabilité. Et pour mieux comprendre, on a voulu analyser leur appétence au risque et appétence à l'incertitude, comprendre leurs caractéristiques intrinsèques. Donc, on a cherché à comprendre d'abord à quoi ils font face. Là, pardon, on regarde les agriculteurs eux-mêmes. Hein. On n'est pas dans une analyse agronomique ou économique de leur exploitation. On s'intéresse vraiment à leurs propos et ce qu'ils pensent. À l'individu. Voilà, à l'individu. Oui, c'est ça. Et donc, à quoi ils font face quotidiennement.
Et pour cela, on a voulu comprendre est-ce qu'ils font face plus au risque ou à l'incertitude, parce que dans un monde incertain, on parle souvent de risque et de l'incertitude. Mais le risque, c'est quoi? En fait, dans le risque, on connaît avec certitude les événements possibles qui peuvent influencer les conséquences des actions entreprises par les agriculteurs. Un risque, on connaît la probabilité d'occurrence. Et on connaît aussi la probabilité d'occurrence avec certitude. Et dans l'incertitude fondamentale, qui est le degré plus élevé dans ce monde incertain, on ne peut pas savoir les événements possibles. C'est comme dans le changement climatique où certaines évolutions ne sont pas encore connues parce que certains faits ne sont pas encore avérés. On connaît la grande tendance, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que sera l'orage, après-demain, demain ou après-après-demain. C'est ça. Sauf qu'entre les deux, il y a un niveau intermédiaire dont on parle moins. C'est ce que la littérature appelle l'ambiguïté. Et cette ambiguïté, selon nos constats, c'est ce qui est c'est ce qui représente plus la réalité dans l'information fiable et une quantité faible d'informations à cause d'une absence d'unanimité entre les dires d'experts, par exemple. C'est ce que nous avons tous vécu pendant le Covid. On était un peu dans l'ambigu et après, petit à petit, on est passé dans le risque. Et tous les agriculteurs sont preneurs de risques, mais est-ce qu'ils sont preneurs d'ambiguïté? Est-ce qu'ils vont se soumettre à ce manque d'informations ou faire ce flou? Quand on dit preneur, c'est au sens, parce qu'ils la subissent, cette ambiguïté, mais est-ce qu'ils arrivent à plus ou moins bien la gérer? Comment ils appréhendent cette ambiguïté? Est-ce que ça devient une source, on va dire, d'angoisse pour eux ou finalement, ça fait partie de leur quotidien? C'est ça que vous avez pu évoluer? Ils peuvent subir aussi, mais ils ne choisissent pas tous forcément délibérément de s'exposer à ça. Il y en a qui ont plus de proportion à vouloir s'y exposer. C'est vraiment une attirance, ils sont attirés par des choix stratégiques, par exemple se lancer sur un nouvel atelier, ça peut générer de nouvelles ambiguïtés, voire de nouvelles incertitudes, on le disait, et donc il y a certains qui sont quand même en capacité, qui ont cette envie de se sauter dans le vide, on va dire. C'est ça, tout ça, il y a vraiment cette envie de sauter dans le vide comme vous. Et on a voulu comprendre savoir qui ont cette appétence, et on a posé les deux questions là. En fait, il s'est évalué est-ce qu'ils aiment la situation ambiguë ou pas. Et après, on a défini la situation ambiguë. Et il y a 3 profils qui nous intéressaient le plus. Le profil dominant, ceux qui aiment le risque, c'est-à-dire qui aiment entreprendre les actions qui donnent des résultats écartés, variés, mais qui sont averses à l'ambiguïté, c'est-à-dire qui n'aiment pas le flou, qui aiment quand même avoir une idée des conséquences possibles et probables. J'aime prendre des risques, mais je sais où je vais. Oui. On va dire. C'est ça. Ça, c'est le premier. C'est ce qui est dominant. J'aime le risque, mais j'aime pas l'ambiguïté. C'est ce qui est dominant. Oui. Et il y a un groupe minoritaire qui aime le risque et qui aime aussi l'ambiguïté ou le flou. C'est-à-dire ils sont en mesure de se lancer dans une action où ils n'ont aucune idée de la probabilité d'avoir un gain ou une perte. Et il y a un profil qu'on appelle consolidateurs, qui sont averses au risque et averses à l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de stabilité et de fiabilité avant de lancer vers une action donnée. Et c'est eux qui assurent la massification des pratiques. C'est vachement important ce que vous décrivez là. Ça peut paraître un peu théorique et académique, mais en termes de segmentation d'agriculteurs, on peut avoir, imaginez tout de suite en termes même marketing, se dire, tiens, vers qui je vais me tourner pour proposer une innovation ou tiens, vers qui je vais me tourner pour aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se fait de nouveau en premier. C'est ça. Et ce sont ceux qui aiment le risque et l'ambiguïté qui ont une proposition à se lancer vers des choses nouvelles. Donc, c'est un travail de formalisation qui était important et qui vient combler un retard. Oui, il y a très peu d'études qui ont évalué cette aversion à l'ambiguïté jusqu'à maintenant. Pourquoi c'est important, du coup, de caractériser ces profils-là qui aiment à la fois l'ambiguïté et le risque? Parce qu'ils tirent tout le système. Voilà. On combat l'incertitude en produisant des références, en produisant des connaissances. Et pour produire des références en univers incertain, il faut être appétent au risque, appétent à l'ambiguïté. Mais ce n'est pas sans prix. Et c'est là, à l'issue de cette enquête, en tant que chercheur, management des risques en agriculture, donc notre appel qui est éclairé par la science, c'est nous estimons que le besoin le plus urgent maintenant en France
compte tenu du fait qu'on a une cohabitation de profils d'agriculteurs qui a démontré leur capacité à faire face à un univers incertain, c'est qu'on cherche véritablement, de façon urgente, des accompagnateurs qui savent accompagner des appétents au risque et des appétents à l'ambiguïté. En gros, c'est des pionniers qu'il ne faut pas laisser tout seuls, au risque sinon que justement ils puissent s'essouffler, disparaître. Et si on n'a pas ces gars-là ou ces femmes-là pour, on va dire, tracer de nouveaux sillons, même si souvent on imagine qu'ils limitent le travail du sol, on risquerait de passer à côté d'innovation et de cette fameuse dite transition de l'agriculture à plus large échelle. Je vous fais sourire, Anitra. OK, je vais y aller, qu'importe ce que ça va me coûter. L'adaptation au changement climatique est certainement une question technologique. Mais ce que notre enquête prouve, c'est ceci. Tous les appétents au risque, tous les appétents au risque, tous les appétents à l'ambiguïté de notre enquête sont fortement vulnérables. Ce qui fait que la probabilité qu'ils se relèvent d'un choc à haute intensité n'est pas de 1. C'est-à-dire que la prochaine campagne, ce profil-là peut ne pas être là. Et ça, c'est un risque sociétal que nous ne devons pas courir à cause du profil et de ce que joue ce profil face à l'univers incertain. Deuxièmement, il est temps d'arrêter que la France doit commencer à entrer en transition. Il faut qu'on arrête. Et en cela, nous sommes... Il faut qu'on arrête de parler de ça. Ouais, enfin, d'employer... commencer. Ouais. Ça fait longtemps que des agriculteurs ont commencé la transition et ça fait longtemps qu'ils le payent seuls, en prenant des risques seuls. Dans tout notre échantillon, quand on leur demande, première question de l'enquête, à quel risque faites-vous face le plus? Tous. Risque climatique, risque eau, sauf une minorité. Et nous avons vérifié, c'est les appétents au risque et les appétents à l'ambiguïté. C'est toujours les mêmes. Et leur risque à eux, ils ont endogénéisé depuis longtemps ce qu'est le changement climatique, car ils vivent avec du matin au soir. Quand on dit endogénéisé, en gros, ils se sont appropriés, ils l'ont intégré dans leur logiciel. Nouveau. Ils l'ont intégré dans leur logiciel. La transition, ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Et il faut qu'on arrête, par respect pour leur prise de risque, parce qu'ils nous montrent leur rapport financier par rapport à tous les autres profils qui sont nécessaires à l'agriculture française. Oui, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce qu'on dit. Voilà, il n'y a pas des mieux, des meilleurs, des moins bien. C'est une cohabitation, mais nous ne devons pas négliger ceux qui bravent l'inconnu, ceux qui bravent le climatique. Ouais. Vous voyez, parce qu'ils tirent tout le système. Leur acte de production n'est pas qu'agronomique, elle est aussi sociétale. Donc, c'est scientifiquement non fondé que de dire que nous ne sommes pas déjà en transition. Ça fait longtemps qu'on est en transition et des agriculteurs prennent des risques en silence, des risques connus et moins connus, ambigus, mais s'ils n'ont pas fait, nous ne serons pas la puissance agricole que nous sommes. Merci. Merci à toutes les deux, surtout pour ce travail et puis la conviction que vous mettez aussi dans ces travaux, avec un enjeu que ces travaux soient aussi reconnus, des travaux de formalisation qui sont utiles pour mieux comprendre l'agriculture, ses rapports avec le reste de la société et aussi pour penser des politiques publiques traduites en règles et catégories. Et on va donner la parole à Michel Dubois qui va, on va dire, prolonger votre discours. Michel, venez me rejoindre. Vous êtes expert en sciences de l'agriculture à Unilassal. Installez-vous. Et vous, de votre côté, ou toi de ton côté, parce qu'on a décidé qu'on se tutoyait tous, tu milites pour la reconnaissance du statut de paysan chercheur. Alors, on ne va pas faire un raccourci et dire, vous pouvez rester là, que les ambigus, enfin ceux qui sont appétents à l'ambiguïté et au risque sont des paysans chercheurs, parce que bon, vous êtes strict. Ce n'est pas tout à fait les mêmes cadres théoriques, mais bon, on fait ce raccourci-là peut-être un petit peu ensemble ce matin. Et Michel, de votre côté, voilà, vous militez pour la reconnaissance de ce statut de paysan chercheur. On ne reconnaît pas, selon vous, la recherche agronomique qu'effectuent les agriculteurs chez eux pour adapter leur système de production. Pourquoi est-ce que c'est important de reconnaître ce statut? Alors, je ne vais pas avoir la même posture qu'Anitra. Moi, j'ai une posture plutôt... Michel, en collant le micro sur le... Moi, j'ai une posture plutôt militante et intégrative. Donc, moi, j'aurais tendance à faire un peu l'adéquation entre ce que je viens d'entendre et ce que j'appelle paysan-chercheur. Ce que j'appelle paysan-chercheur, c'est parce que j'en ai rencontré un bon nombre. J'ai eu des discussions avec eux
Je n'ai pas fait d'études statistiques, vous l'avez faites et ça c'est bravo, merci. Mais ce qui ressort de toute façon, c'est que historiquement, les ancêtres des agriculteurs, ils n'ont pas attendu la science pour créer l'agriculture et domestiquer les plantes et les animaux. Ils ont donc fait quelque chose qui relève de la recherche, parce que c'est une forme de recherche et d'invention, et il convient de garder ça, et il faut en prendre soin. Et le changement climatique, aujourd'hui, oblige à repartir du local. Et il convient d'étudier localement ce que des agriculteurs innovants ont déjà apporté avant même que la recherche institutionnelle s'y attelle. Il faut quand même savoir que là, maintenant, ça a été prouvé, il y a de nombreux agriculteurs qui ont anticipé et proposé différents types de solutions auxquelles ne s'intéressait absolument pas la recherche fondamentale, enfin la recherche académique en agriculture. Il convient donc de reconnaître cet apport et ceux qui en sont les porteurs, ceux que j'appelle les paysans-chercheurs. Donc moi, je suis plutôt pour une position normative. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une forme de norme qui définisse ce que c'est qu'un paysan-chercheur. Car c'est eux qui font déjà et qui feront évoluer l'agriculture. Et sans eux, il ne faut pas se faire d'illusions, et rien ne pourra émerger. Car s'ils sont chercheurs... Avec un enjeu que les chercheurs académiques reconnaissent également ces paysans-chercheurs dans leur collaboration. Voilà. Alors, la première chose immédiate, c'est que les chercheurs académiques devraient en effet reconnaître que ces agriculteurs prennent sans cesse des risques, vous venez de l'entendre, parfois hors de proportion d'ailleurs, avec leur chiffre d'affaires ou leur capacité, et des risques que ne prendront jamais les chercheurs installés dans leurs expérimentations et leurs analyses factorielles et protégés par leur statut de fonctionnaire. Les paysans-chercheurs travaillent sur des données tangibles, pas sur des données abstraites. Ils cherchent des résultats pour agir localement et pas seulement pour des connaissances abstraites, même si les connaissances abstraites les intéressent et ils les demandent d'ailleurs aux chercheurs académiques. Ils pensent milieu, ça c'est quand même un concept important, davantage que système, localement, non seulement pour la connaissance abstraite, mais pour l'action. La majeure partie de leurs recherches permettent de mieux ou souvent moins, j'insiste là-dessus, investir. Ce qui fait plaisir aux gestionnaires, mais pas à ceux qui financent l'agriculture sur des bases de matériel. Comme tous chercheurs, ils ont besoin d'échanger, de se confronter à leurs pairs. Et ce n'est pas une posture de compétition que tu proposes, Michel? Alors, ça dépend. La posture des agriculteurs-chercheurs, c'est une posture de survie. La posture de compétition, c'est une posture d'enseignant académique. Vous savez, publish or perish, on est en pleine compétition les uns contre les autres, alors que les agriculteurs sont dans une posture de survie. Vous l'avez entendu. Eux, pour eux, c'est leur survie qui est en cause. Ils prennent des risques non calculables, mais en même temps, c'est des penseurs acteurs du vivant qui travaillent avec le vivant tout en faisant partie du vivant. Ils acceptent d'être dedans. Ils se focalisent sur les processus et on peut certes parler des marchés, je ne vais pas le nier, du travail en labo, des expérimentations faites par les scientifiques sur des parcelles agricoles, mais pas indépendamment de ce qui se passe dans la ferme et non sur la ferme. Moi, j'aimerais que les chercheurs cessent de parler du on-farm experimentation, c'est dans toutes leurs publications, et qu'on parle maintenant de in-farm experimentation, c'est-à-dire l'expérimentation faite par les agriculteurs. Et les agriculteurs, moins nombreux aujourd'hui, mais mieux formés, doivent reprendre en main leur destin. Et pour qu'ils reprennent en main leur destin, il va falloir les prendre en compte. Parce qu'il n'y a aucune raison valable que les financements de la recherche en agriculture n'aillent pas autant, voire davantage, là je suis un peu provocateur, aux agriculteurs impliqués qu'aux chercheurs académiques. Aujourd'hui, quand on verse 100 pour la recherche académique, on verse 1 peut-être aux agriculteurs. Et ce n'est pas pour rien que les jeunes agriculteurs ont fait un mur de béton devant l'INRA. C'est très symbolique. Ça veut dire qu'il y a une coupure totale entre la recherche fondamentale et nous, ce qu'on voudrait faire et faire avancer. Et s'il vous plaît, cassez ce mur.
Michel, là, en tout cas, il y a cette perception de distance parce qu'il y a plein de chercheurs et je me fais l'avocat du diable 2 minutes. Je suis chercheur En moi-même. plus, qui font plein de travail hyper connecté au terrain, etc. Il y a un enjeu peut-être à mieux diffuser, mieux reconnaître et surtout reconnaître la contribution des agriculteurs à ces programmes de recherche et puis la recherche qu'ils font eux-mêmes chez eux, indépendamment de la recherche académique. Attendez, Et je précise aussi que le chercheur ne met pas l'argent dans sa poche, hein, c'est pour financer des programmes Oui, oui. de recherche. Non, sauf que beaucoup de programmes de recherche financés actuellement qui coûtent des sommes considérables ne sont pas construites à partir des demandes des agriculteurs. Elles sont construites à partir de considérations théoriques qui viennent hors de ce que font les agriculteurs. Et en fait, ils n'en savent rien de ce que font les On se met d'accord sur le fait qu'il y a un enjeu à Il y a reconnecter une terrain publication et scientifique. recherche académique. Il y a une publication scientifique qui est sortie récemment qui s'appelle Tracking Innovation, une publication de l'INRAE. Ouais. Parce qu'ils sont à la recherche des innovations des agriculteurs pour voir comment modéliser de leur côté ce qui se passe dans ces innovations. Très beau, ça fait une publication académique, mais est-ce que ça va aider les agriculteurs à continuer à innover davantage? Non, il faut financer ces agriculteurs-là. Et donc, comment on fait ça, Michel? Quelle solution on propose? Ben, la solution, pour moi, la première, c'est d'abord de reconnaître ce statut de paysan-chercheur, c'est-à-dire de reconnaître la recherche qu'ils font, même si, épistémologiquement parlant, elle est très différente d'une recherche académique. Alors, vous m'aviez demandé de ne pas faire de diapositives. Merci. Donc, j'en ai pas fait. Mais épistémologiquement parlant, il y a 2 types de recherche. Il y a la recherche strictement positiviste, dont je dirais les fondements intellectuels s'arrêtent à Popper, qui soutient la recherche académique. Et puis, il y a toute une épistémologie un peu plus évoluée qui aujourd'hui existe, qui montre que la recherche, ce n'est pas que ça. Il existe des recherches-actions, il existe des living labs, il existe toute une logique dans laquelle on part de ceux qui font et recherchent, et à partir de ça, et à partir de leurs demandes, les académiciens les écoutent et essayent de les aider à progresser. Ce qui est quand même différent que d'avoir des programmes complètement de surplomb, MAE ou autres, qu'on leur impose et pour lesquels ils disent « nous, on ne sait pas quoi faire de vos... » Bon. Ouais. Comment on traduit ça en crédit impôt recherche, par exemple? Ben, justement, en crédit impôt recherche, il y a une solution. Il y a une solution, ce serait d'élargir l'usage du crédit impôt recherche. On peut partir du crédit impôt recherche tel qu'il est, mais comme il est complètement adapté à la recherche industrielle, il a été construit pour ça, pour les grands groupes, etc., la recherche-action n'est pas prise en compte. Donc, l'utilisation du crédit impôt recherche, ce serait juste d'élargir le sens de qu'est-ce que c'est qu'une recherche-action, qu'est-ce que c'est qu'une recherche dans l'action, une recherche qui progresse à partir du local, et de la reconnaître comme telle pour que les experts, dans leurs évaluations par le CIR, disent « Ah oui, ça c'est de la recherche ». Ça rentre. Alors qu'aujourd'hui, ils disent « Non, c'est pas de la recherche ». Où est par exemple l'hypothèse posée? Ouais. Où est l'hypothèse et les attentes? Alors que les agriculteurs, ils ne cherchent pas des hypothèses, ils cherchent des solutions. Michel, je précise juste que le crédit impôt recherche, c'est le moyen pour des entreprises on va dire, défiscaliser une partie de leurs dépenses de R&D. Mais on va justement passer la parole à Céline Casali qui va nous expliquer ça encore mieux que moi. Bonjour Céline et merci Michel, parce qu'on a bien compris l'enjeu, restez là, de cette reconnaissance du statut de paysan-chercheur qui est un enjeu aussi presque normatif, réglementaire. Ouais. Parce qu'on a besoin parfois, et c'est pas qu'en France, de catégoriser pour pouvoir reconnaître et cibler des politiques publiques et financer. Par exemple, le crédit impôt recherche. Céline, de ton côté, tu travailles chez Layton, un cabinet de conseil en financement de l'innovation, financement et management de l'innovation. Tu es spécialiste de la recherche, de l'aide publique à la recherche spécialiste des aides publiques à la recherche et à l'innovation. Et vous avez beaucoup travaillé chez Layton sur la place des agriculteurs et la reconnaissance des agriculteurs et de la contribution des agriculteurs pour qu'ils puissent être valorisés par ce fameux crédit impôt recherche. Effectivement, chez Layton, merci en tout cas pour l'invitation. Chez Layton, on travaille sur des leviers qui effectivement ont tendance à révéler la complexité de ce qui se passe sur le terrain chez les agriculteurs et les agricultrices. Donc effectivement, il y a le crédit impôt recherche dont on parle, qui est un levier qui peut permettre effectivement de limiter ou en tout cas de prendre en compte le risque qui est porté pour la plupart du temps, le risque financier comme on a parlé à Nitra,
tout seul par les agriculteurs. Donc, nous, on travaille effectivement pour accompagner les agriculteurs dans cette transition, financièrement également. Et via le crédit impôt recherche, mais via aussi d'autres leviers, on peut effectivement se rendre compte qu'il se passe plein de choses sur les fermes, sur les exploitations, et qu'il est important effectivement de pouvoir envisager des financements à cette échelle pour aussi contribuer en fait à la collaboration avec la recherche académique et pouvoir se projeter dans une transition qui représente énormément de risques, énormément d'événements en tout cas à prendre en compte, révéler en tout cas que cette collaboration entre la recherche académique et les experts de terrain est nécessaire pour massifier cette transition. Parce qu'à date, les aides directes ou les aides indirectes, encore une fois, elles ciblent rarement très directement les agriculteurs. On parle là d'aide à l'innovation et à la R&D. Elle bénéficie plutôt aux académiques, voire aux entreprises dans des projets collaboratifs qui peuvent être amenés à mobiliser des agriculteurs, mais l'aide publique va rarement directement à l'agriculteur lui-même. J'ai bon quand je dis ça? En tout cas, il est vrai qu'au niveau de la prise en charge des dépenses R&D d'une entreprise agricole, contrairement à d'autres entreprises, c'était factuellement de l'autofinancement ou une partie d'une trésorerie qui était réservée à des projets qui s'inséraient dans une stratégie économique de l'entreprise. Donc, et dans un contexte pédoclimatique bien défini, etc. Donc, effectivement, c'était de la création de connaissances, donc pour un intérêt général aussi, mais qui était donc jusqu'alors pris en charge à 100%, que le risque était à 100% assumé par l'agriculteur ou l'agricultrice elle-même, donc qui fragilise d'autant plus quand on est sur une population de pionniers qui effectivement innove énormément, qui fragilise et qui met en risque d'autant plus financièrement l'exploitation. Donc il y a effectivement un besoin de financer ce risque-là. Le crédit d'impôt recherche est une solution, il y en a d'autres. Mais effectivement, c'est intéressant de prendre cet exemple pour donc refléter le fait qu'on a besoin effectivement de définir un socle commun entre les chercheurs, les agriculteurs et puis ceux qui aussi analysent les projets qui sortent des fermes pour pouvoir fluidifier tout ça, pour pouvoir arriver à qualifier de manière rigoureuse et commune une définition de la recherche sur les exploitations et reconnaître cette expertise de terrain. Comme l'expliquait en plus Michel, on est passé d'une situation où on avait une recherche académique et un processus de développement agricole qui était assez top-down. En gros, on avait pensé tout ça, les organisations professionnelles. Il y avait l'INRAE, les instituts techniques, les chambres, et tout ça a été pensé de haut en bas. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu différent. Mais oui, le monde agricole a changé aussi en termes de nombre et puis en termes aussi de formation. Donc effectivement, il y a une reconsidération à faire. On veut aussi, je pense, dans l'intérêt de la recherche académique surtout, de reconnaître en fait cette expertise, ces besoins qui viennent du terrain et qui ont besoin d'être reconnus, captés, pour pouvoir donner un sens beaucoup plus direct dans une transition qui, dans le temps, s'accélère et qui n'est pas indéfinie. Donc, effectivement, si je dois être claire, c'est vraiment on a un besoin en fait de reconsidérer l'importance et de voir l'importance de pouvoir qualifier les besoins des agriculteurs et pouvoir faire des allers-retours plus rapide et plus fluide entre la recherche académique et le monde agricole. Encore une fois, il y a pas mal de gens qui font déjà ça. On n'est pas en train de dire que personne et aucun chercheur académique ne travaille de cette façon-là. Peut-être on insiste plus sur le fait qu'il y a un enjeu de reconnaissance publique par des dispositifs concrets d'aide qui viennent spécifiquement soutenir ces démarches Living Lab. Alors, on parle déjà des GI2E, des groupements d'intérêts économiques et environnementaux, qui finalement sont soutenus. L'animation est soutenue par l'État, ou l'a été au moins au démarrage. Donc, encore une fois, on ne part pas de zéro. On ne part pas de zéro, mais effectivement, il faut se projeter aussi dans l'impact que ça peut avoir d'avoir des financements qui sont adressés directement à l'échelle de l'exploitation, dans la dynamique, en tout cas, dans la dynamique des collaborations qu'il peut y avoir entre le monde de la recherche et la recherche de terrain. Ce n'est pas sans impact, effectivement. Allez, un court mot, Michel, mais un court. C'est ça. Alors, je vais dire, l'exemple des GI2E est intéressant, c'est-à-dire, je dirais, dans l'expression anglo-saxonne, le on-farm experimentation. Les anglo-saxons, certains ont publié que ces cas-là fonctionnent
lorsque ce sont les agriculteurs qui sont les leaders du système. C'est-à-dire que c'est les agriculteurs qui disent quels sont leurs besoins et les chercheurs répondent à leurs besoins. Les GI2E ou autres structures où le leadership vient de la recherche académique ne marchent pas. Je pourrais vous donner plein d'exemples qui sont actuellement en cours de lutte biologique où on voit des constructions faites par des chercheurs et des entreprises, et puis lorsqu'on leur apporte aux agriculteurs, ça ne marche pas parce que ça n'a pas été discuté par eux et ça ne s'intègre pas dans le système. Merci Michel, tu me fais une transition parfaite avec la dernière intervenante, Priscilla Rosé-Pagès, qui est cofondatrice du startup studio AgriLife Studio. AgriLife propose justement, et tu vas nous expliquer ça, de co-créer des entreprises pour développer des solutions innovantes à destination de l'agriculture. Alors déjà, un mot sur la définition d'un startup studio. Oui, merci Pierre et merci d'être ici. Et en l'occurrence, petit aparté, je suis ravie de cette tablée parce que pour AgriLife Studio, c'est une vraie avancée. Je pense qu'il y a beaucoup de connexions qu'on peut faire. On va y revenir tout au long peut-être de la présentation. Donc, un Startup Studio, qu'est-ce que c'est? Un Startup Studio, c'est ce que j'ai habituellement l'habitude de dire, c'est la somme d'un incubateur, d'un accélérateur et d'un fonds d'investissement tout en un. Voilà. Avec en plus la particularité est que nous partons de l'idée, nous partons d'une innovation, nous partons d'une preuve de concept, et c'est là où on va sûrement faire le lien avec ce qui se passe chez l'exploitant, pour identifier ce qui pourrait répondre aux enjeux de l'agriculture. Et donc, nous, notre métier, c'est de faire de ce sujet un produit pour créer une entreprise et financer cette entreprise avec une vocation France et internationale. Voilà. Et donc, on est spécialisé sur l'agriculture, on est spécialisé sur le sujet de l'agriculture de demain et de l'alimentation saine et durable. Et donc, bien évidemment, pour ça, on se doit d'être sur le terrain. Donc, on travaille beaucoup avec les professionnels de l'agriculture, avec les coopératives, j'en vois un représentant que je citerai tout à l'heure, avec des agriculteurs qui sont pour nous clés parce que tout l'enjeu d'une entreprise et d'une start-up, c'est qu'elle soit juste pas hors sol et qu'elle s'adapte véritablement au parcours de l'agriculteur. Est-ce que l'ambition, c'est d'être un accompagnateur, comme l'évoquait Anitra, avec un appel véhément et volontaire? Est-ce que c'est ça l'ambition d'AgriLife Studio? Eh ben, écoute, tout à fait. C'est aussi, encore une fois, les raisons pour lesquelles je suis ravie de cette table parce que on ne dit pas que nous sommes le seul, mais on peut être un accompagnateur, effectivement. On peut être une entité qui a un objectif de start-up, c'est là où on est agriculteur, pourquoi pas start-upper, mais qui peut être véritablement cet accompagnateur. Parce que nous, on se rend compte que quand on va voir les agriculteurs, certes, on va les voir pour s'assurer que ce que nous voulons créer ne soit pas hors sol, mais on va aussi les voir parce qu'on identifie que ce sont juste des innovateurs de dingue. Excusez-moi, mais c'est vrai. Voilà, ils doivent en permanence essayer, tester, etc. Et on s'est rendu compte, nous, dans ces différents entretiens, que en fait, ce qu'ils font, ça peut, pourquoi pas, faire l'objet d'une offre, faire l'objet d'une entreprise qui peut être bénéficiaire pour les autres agriculteurs. Mais du coup, Priscilla, je suis un peu taquin. C'est bien, c'est super, tu viens choper une idée chez un agriculteur, mais quel est son intérêt à lui de se faire piquer l'idée par AgriLife Studio? Alors, c'est pas piquer, au contraire, c'est valoriser. Voilà, et c'est le terme extrêmement important. En fait, c'est là où je fais le point entre chercheurs et agriculteurs. Pour nous, les deux sont très complémentaires. Pardon, chez AgriLife Studio, on travaille avec l'INRAE, avec AgroParisTech, pour aller chercher justement ces innovations qui pourraient potentiellement devenir des startups. On fait exactement la même chose avec l'agriculteur et c'est ce que l'on veut faire parce que la valorisation derrière, elle peut être multiple. Elle peut être, pourquoi pas, cette innovation qui peut être peut-être un petit robot, qui peut être une intelligence artificielle, qui peut être différentes choses. En fait, elle peut être brevetée, peut-être. Donc, en fait, si elle est brevetée, l'agriculteur, comme le chercheur, peut être propriétaire d'un brevet et donc de ce fait avoir une licence. Être reconnu comme inventeur Exactement. dans le cadre de ce projet. Exactement. Il peut aussi, si ça aboutit à la création d'une entreprise, on sait très bien que les agriculteurs sont des serial entrepreneurs, ont des multi-activités, pourquoi pas être onboardé dans cette activité de manière très opérationnelle. Concrètement, faire partie de l'équipe de direction, d'exécution de l'entreprise nouvellement créée. Exactement, et on a d'ailleurs un sujet actuellement chez AgriLife Studio qui a vraiment ce cas de figure. Et la troisième solution qui n'est pas potentiellement, c'est tout simplement d'avoir des parts sociales dans cette future entreprise. Il pourrait se dire, moi, je veux garder mon exploitation et ça me va très bien, mais par contre, mon innovation qui est devenue l'objet même de la création de cette entreprise peut se transformer en part sociale dans cette future entreprise, donc en dividende à terme. Parfois, l'agriculteur n'a pas forcément une innovation finalisée, ni même un prototype, c'est peut-être juste un cas d'usage, une idée, et donc ça, vous pouvez être amené à travailler avec eux également, au travers, pourquoi pas, d'appels à idées, d'appels à projets lancés par AgriLife.
Exactement, merci de me tendre la perche. C'est quelque chose que l'on pense un peu nouveau, que l'on pense pas, qui n'a pas encore été fait. On fait des appels à projets de chercheurs, on y travaille avec l'INRAE en l'occurrence, on fait des appels à projets d'entrepreneurs, mais il n'y a pas encore eu d'appel à projets d'agriculteurs innovants. Et c'est ce que l'on lance cette année. On a commencé avec la coopérative EMC2 et je remercie Frédéric Schleffer, directeur innovation, d'avoir été notre pilote, très clairement, pour lancer cette initiative. Donc, entre novembre 2024 et janvier 2025, on a lancé un appel à projet via la coopérative qui, pour nous paraît être le vecteur naturel, je dirais, pour diffuser, pour faire un appel à projet d'agriculteurs innovants, en fait. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné, il y a une vingtaine d'agriculteurs qui sont allés dans cette démarche, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. 4 sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on les a rencontrés. Alors, ça peut paraître peu, mais néanmoins, c'est aussi un pilote et on est plutôt très satisfait à double titre, je dirais. Et là, je parle au nom de Frédéric qui me corrigera peut-être, mais du côté de la coopérative et du côté de l'agriculteur, en fait, tous ont dit, par cette initiative, j'ai eu un porte-voix avec ma COP, en fait. C'était une sorte de courroie de transmission pour montrer, regardez ce que je fais sur le terrain. La coopérative n'a pas toujours le temps d'avoir ces échos-là. Et donc, de montrer véritablement ce que l'agriculteur a fait. Et on a vu des agriculteurs qui sont en ACS, on a vu des agriculteurs qui ont... de conservation des sols. Pardon, exactement. Ou qui ont fait un certain nombre d'initiatives. Et donc, l'agriculteur s'est senti un peu valorisé, reconnecté à sa COP. Un canal de communication complémentaire entre la coopérative et l'agriculteur autour d'enjeux d'innovation. Au-delà d'une offre commerciale ou d'un conseil agronomique particulier. Exactement. Et le deuxième intérêt, si je vois l'intérêt d'AgriLife Studio, c'est qu'on a juste rencontré 4 agriculteurs, d'abord un absolument géniaux, qui sont juste des sérioles entrepreneurs innovateurs, en fait, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses et ils sont tous dans une démarche de ce qu'on appelle dans le jargon un peu open innovation, mais dans une démarche d'innovation permanente, ouverte. Et donc, pour nous, qui est clé, parce que encore une fois, notre métier, c'est de créer 10 à 15 entreprises dans les 5 à 7 ans qui répondent aux enjeux de l'agriculture. Rien de tel que d'avoir ces personnes, et donc ces agriculteurs, qui connaissent mieux le terrain pour s'assurer qu'on peut faire des bonnes solutions. Donc, en gros, on a des agriculteurs dans la salle et dont certains, je sais, sont particulièrement innovants. Ils n'ont qu'à lever le doigt et venir te voir pour échanger sur leurs idées. Je l'espère, franchement, et j'aimerais vraiment me dire que grâce à AgriLife Studio, on a pu donner, en fait, on y voit 4 intérêts, je dirais. Pour nous, c'est vraiment une valeur à notre place et de manière très modeste, certes, mais néanmoins, de dire on redonne une autre image aussi à l'agriculteur qui est juste un entrepreneur et qui est encore une fois un innovateur. On a aussi un autre levier, là je fais le pont avec ce que disait Céline, c'est que les innovations faites par les agriculteurs pour les agriculteurs, on se doute bien qu'elles ne sont pas hors sol, même si l'agriculture elle est plurielle, on le sait. Mais tout notre enjeu, c'est de se dire comment je la design en offre pour qu'elle puisse être adaptable à plus de monde. Et ça, le CIR peut être un financeur. Donc, c'est là où vraiment... Crédit impôt recherche, on en parlait tout à l'heure. Exactement, le crédit impôt recherche. Et le troisième, c'est qu'on est aussi dans cette multi-activité chez l'agriculteur, dans cette multi-source de revenus. Ça peut être une autre source de revenus, comme je le disais tout à l'heure. On est propriétaire d'un brevet par son innovation, ça peut découler sur une licence. On a une activité complémentaire, une source de revenus complémentaire, ou encore une fois, on a du dividende parce que l'entreprise, à terme, générera du bénéfice. Donc, il y a aussi cet intérêt et cette valorisation, justement, comme tu le disais tout à l'heure. Et si je poursuis sur les exemples, donc effectivement, on a lancé avec Frédéric, la coopérative EMC2, cette initiative. Nous en avons une autre qui va se lancer en novembre. Ça nous paraissait être annuel et donc on va la relancer. Et on a déjà plus de 10 centres coopératives avec lesquels on interagit très régulièrement. Encore une fois, c'est essentiel pour nous. Toutes, très honnêtement, extrêmement partantes pour ce sujet, en fait. Elles se disent, mais en fait, c'est encore une fois, et je me répète, excusez-moi, une manière de dire, on montre que les innovations qui vont arriver chez l'agriculteur ne viennent pas de l'extérieur, mais viennent des agriculteurs, en fait. Et pour ça, ils trouvent ça extrêmement intéressant. Et le deuxième argument qu'ils nous donnent, c'est de dire, les entrepreneurs, les agriculteurs, pour certains, veulent être aussi des entrepreneurs et veulent aussi se dire, pourquoi pas moi-même créer une entreprise pour mon propre segment de marché. Voilà. Et donc là, on a notamment Océalia, on a notamment l'Institut technique Arvalis avec une autre coopérative qui sont extrêmement intéressés en 2025 pour lancer un appel à projet. Après, et je me tournerai ensuite vers la salle pour une courte question.
la parole d'agriculteur, c'est pas forcément la parole d'évangile. Un agriculteur, il peut se tromper. Bien sûr. C'est pas parce que c'est l'agriculteur qui le dit qu'il a raison. Tout à fait. Le chercheur aussi, le porteur de projet aussi. Et c'est là où on estime que le modèle d'un startup studio me paraît plutôt très intéressant et bénéfique. Parce que si je reviens de manière un peu sur la définition et de concrètement ce que c'est, nous, en fait, le gros de notre travail, c'est avant la création d'une entreprise. Donc, en fait, le potentiel porteur de projet ou l'innovateur, qui peut être juste un brevet, donc l'agriculteur, dès le départ, on l'entoure. En fait, on l'entoure avec l'équipe d'AgriLife pour tester, challenger, s'assurer à ce que le sujet qu'il nous a présenté, qui nous paraissait intéressant, réellement correspond à un problème, à un besoin. Et encore une fois, c'est là où une innovation peut très bien fonctionner pour le sud-est de la France. Ça se trouve, notre étude fera dire, oui, ça fonctionne pour le sud-est de la France. Mais peut-être qu'on peut se dire, vu autrement et peut-être avec une approche un petit peu plus holistique, c'est notre métier, nous, chez AgriLife Studio, d'avoir cette analyse-là, ça peut effectivement être l'objet de la création d'une boîte avec une vocation internationale. Céline, Anitra, Michel, une réaction sur, ou Marie-Rose, une réaction sur cette initiative. Est-ce que, ou Céline, tu te voyais vouloir réagir quand Priscilla parlait? Non, mais effectivement, ça revient à réaliser qu'il se passe énormément de choses sur les fermes, qu'il y a besoin, comme tu le dis, Pierre, c'est pas parole d'évangile, mais du coup, il faut qu'on cause, il faut qu'on parle, faut qu'on travaille ensemble. Donc, je pense qu'il y a un vrai challenge d'accompagnement et c'est ce qu'on essaye de faire aussi chez Layton, mais il y a aussi un besoin de remettre au centre de la table une communication commune, des définitions communes de la recherche, de l'innovation, etc. Pour attaquer la transition ensemble, quoi. Michel, allez-y. Et je libère, si vous voulez, Marie-Rose et Anitra, parce que je sais que vous étiez un peu pressés si besoin. Et par ailleurs, parmi ce que j'appelle les paysans chercheurs, j'en connais plusieurs qui sont pratiquement sur le stade d'essayer de développer des brevets pour les applications directement en agriculture. Et la discussion avec Priscilla m'a fait très plaisir parce que je crois qu'on va pouvoir regarder ensemble les agriculteurs que je connais et ça va t'élargir. Il y a du business qui va démarrer, c'est parfait. Je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des agriculteurs, des accompagnateurs, des personnes qui veulent réagir ou poser une question? Alors, je ne pourrais pas en prendre beaucoup. Donc, il y aura des choix arbitraires où on ne voudrait pas. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci pour la conférence. Je m'appelle Léon Casse et je suis apiculteur en montagne dans les Alpes-Maritimes. Alors, tout d'abord, merci à Anitra spécialement parce que c'était très, très inspirant. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent comme message. Ouais. C'est une chaire universelle de PVL. Merci beaucoup, mais je peux pas. Je représente toute une chaire. On est toute une équipe Unilassal GPVL. Mais c'est vrai que je parle fort, donc on a tendance à se souvenir de moi. Mais on est toute une équipe. Voilà. Ouais. Alors, je voulais vous dire que c'est bien d'aider les agriculteurs à innover, mais il y a quelque chose de plus simple et de moins coûteux, en fait. C'est juste d'arrêter de les brider. Parce que quand on doit s'installer comme agriculteur, il faut rentrer dans des cases. Et si on ne rentre pas dans les cases, ça ne marche pas. On n'arrive pas à avoir les aides. Si on veut avoir les aides à l'installation, il faut faire un business plan sur 5 ans et ça ne laisse pas beaucoup de place à l'innovation. Et du coup, les agriculteurs, ils vont innover, il n'y a pas de problème, mais il faut juste leur laisser un peu la liberté de le faire. Et je vais juste vous donner un exemple parce qu'on parlait des agriculteurs-chercheurs. Il y a un Américain qui s'appelle Randy Oliver, c'est un apiculteur et il a mis au point un traitement pour traiter le varroa avec de l'acide oxalique. C'est un traitement bio. Et en France, on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est illégal parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation de mise sur le marché. Alors qu'on nous donne des subventions pour utiliser des pesticides qui ne marchent pas très bien en plus. Donc voilà, on a besoin de plus de fluidité, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai que ça pose la question aussi de la réglementation au sens large. Ça dépasse peut-être un petit peu le cadre, mais en tout cas, c'est important qu'on ait que ce témoignage-là sur l'enjeu d'accélérer les processus réglementaires. Ça, on en a parlé hier pour le biocontrôle et on a eu une conférence dédiée sur l'installation de l'agriculture et l'accompagnement des modèles un peu alternatifs aussi, qui ne rentrent pas complètement dans le moule, comme vous l'évoquez. Voilà, c'est en train de bouger un petit peu. Une courte réaction, Priscilla et Michel. Non, mais ça rentre dans notre sujet. Hein. C'est-à-dire que les réglementations font partie de l'imprévu. Ça fait partie des risques parce qu'aucun agriculteur ne peut anticiper les réglementations qui vont lui tomber dessus, auxquelles il ne s'attendait pas au moment de sa création.
Priscilla, une courte réaction? Oui, une petite coupe de création qui est alors un peu à côté, hein, effectivement, par rapport à notre métier, monsieur. Mais sur ce sujet réglementation, en fait, nous, dans le cadre de notre activité, hein, qui est de dire comment est-ce que d'une innovation, d'un sujet que vous faites dans votre exploitation, potentiellement, on peut en faire une entreprise. Ce sujet réglementaire, on l'adresse très tôt, en fait. Nous, notre but, c'est qu'en fait, on ait une équipe autour, on ait des experts autour, et on a notamment des juristes qui nous aident à travailler cette roadmap juridique, en fait, pour nous dire, ben, voilà les écueils, voilà comment on peut l'anticiper. Alors, encore une fois, je le contextualise, c'est dans le cadre de la création à terme d'une entreprise, non pas dans le cadre de l'exploitation, hein. Mais voilà, juste pour donner que cette partie réglementaire fait intrinsèquement partie aussi des sujets qu'on aborde. Une courte question de madame sur la droite. Bonjour, Laetitia Lévy-Blondeau. Je suis ingénieure innovation, chargée d'affaires innovation sur le centre INRAE Villeneuve-d'Ornon, Bordeaux. Et ce n'est pas une question, c'est une proposition. S'il y a des agriculteurs ou des sociétés qui mettent justement en lien, nous à l'INRAE, c'est l'objectif de collaborer via différents outils. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces cabinets ou de nous, chargés d'innovation, pour innover ensemble, via des Living Labs, via des projets collaboratifs, via des thèses chiffres, enfin voilà, via tous ces objets. Tout un tas de dispositifs. Et je suis d'accord avec vous, c'est aussi par rapport aux besoins des exploitants et des agriculteurs. Et voilà, il y a des équipes à l'INRAE qui le font. C'est devenu le Living Lab un axe un peu stratégique pour INRAE, je crois savoir. Ne pas hésiter à se rapprocher des instituts des transitions, notamment, qui portent des Living Labs très opérationnels. Voilà, il y a des outils. Il faut y aller, agriculteur. Merci pour ce témoignage. Je vais passer la parole à une agricultrice et ensuite à un dernier intervenant. Bonjour, Sonia Mérège. Donc, déjà, merci à tous pour votre intervention qui fait chaud au cœur. Parce que pour le coup, nous, on est agriculteurs. On est très appétents d'innovation, de nouvelles technologies. Mais ce que je peux confirmer, c'est que c'est une réelle prise de risque. On investit aujourd'hui dans des machines, c'est des fois des prototypes. On parle de robots notamment. De robotique. Voilà, il faut on entendait parler tout à l'heure de création de références. Il faut vraiment qu'on puisse créer nos références pour pouvoir adapter et nous aussi nous adapter à ces nouvelles technologies. Et puis, c'est vraiment dans l'objectif, nous, d'avoir un modèle qui soit vraiment performant économiquement, environnementalement et puis d'un point de vue sociétal pour répondre à tous les grands enjeux de la société. C'est intéressant avec votre témoignage, Sonia, c'est qu'on voit aussi que c'est à la fois l'entreprise qui vient chercher à adapter sa solution chez vous, ou même la penser à partir de chez vous, mais aussi vous qui vous adaptez à cette solution. On pense notamment à la robotique agricole. C'est un chemin commun. Dernier témoignage, dernière question, interpellation. Je te laisse te présenter. Oui, merci Pierre. Henri de Richecourt, je suis cofondateur d'une plateforme de partage de connaissances qui s'appelle Triple Performance. Alors je bois du petit lait avec madame, puisque précisément, Triple Performance pour performance économique, environnementale et sociale, c'est exactement ça. Il me semble de tout ce qu'on a entendu, il y a un besoin d'identifier ces pratiques, de comprendre ce que font les agriculteurs et d'un lieu dans lequel les agriculteurs puissent raconter leurs expériences, raconter leur parcours, comment ils le font avec le maximum de détails de façon à être un lieu d'inspiration pour d'autres agriculteurs ou un lieu d'identification d'opportunités pour Priscilla par exemple ou pour Layton. Voilà. Et ce lieu, Triple Performance, c'est ce qu'on essaye de construire. C'est une plateforme ouverte dans laquelle les agriculteurs peuvent raconter leur parcours, raconter leur expérience. Alors, c'est un Wikipédia de l'agroécologie. C'est un Wikipédia de l'agroécologie, exactement, dont la vocation est d'agréger au maximum pratiques, description des pratiques et des retours d'expérience pour pouvoir mutualiser, comprendre, avancer et puis donner des idées à ceux qui peuvent les financer derrière. Et Henri, à quand une IA une intelligence artificielle qui viendra plonger dans Triple Performance pour devenir un agent conversationnel? Alors on travaille, avec l'IA pour accélérer la construction de ces portraits. Et le futur, évidemment, c'est d'arriver à s'adosser avec quelqu'un sur lequel on pourra appuyer agent conversationnel, l'intégration dans des IA professionnels. Parfait, merci beaucoup pour ces témoignages. Merci à vous, 1, 2, 3, 4, 5.